Ce qu'on vibre de manière constante, ça se retrouve dans notre inconscient, et c'est notre inconscient qui crée notre avenir. Et la qualité de ce qu'on met dans notre inconscient va déterminer la qualité de ce qu'on va vivre. C'est comme, alors j'aime bien dire, la conscience, cette émotion qui porte nos pensées dans le futur, c'est un peu comme un orchestre symphonique. Si l'orchestre symphonique joue une très belle musique, on va vivre dans notre futur une très belle musique. L'avenir que nous créons collectivement dépend de nos pensées, portées par la vibration de nos émotions. Et ça, c'est quand même très important de le savoir. Alors qu'est-ce qu'on fait pour chasser les mauvaises pensées? Pour créer ensemble... C'est le conditionnement qui engendre les mauvaises pensées, donc il faut chasser le conditionnement. Il faut sortir de tout ce qui est pollution mentale, etc. Le conditionnement, le déconditionnement, c'est le lâcher-prise. Le détachement, la confiance, donc aller dans la nature, voilà, c'est pas forcément évident lorsqu'on fait un travail où on est amené à agiter toutes ces peurs, mais il faut arriver à s'en désolidariser. Voilà, moi d'ailleurs, moi-même, je le fais régulièrement parce que je regarde quand même un peu les nouvelles, pas la télévision, mais certains sites alternatifs, etc. Et je vois bien comment ça s'agite et je vois bien tout ce qui peut faire peur. Et puis à un moment donné, je me ressens à nouveau dans le piège de cette peur et hop, je vais chasser ça. Parce que c'est quand même très important d'avoir cette hygiène émotionnelle, parce que si on se laisse prendre par l'information négative, on finit par se créer un futur problématique. C'est un peu comme si on disait à notre futur, bon, oui, mais j'adore ce suspense de me sentir participer à une lutte. Vous voyez, si on informe son futur comme ça, on est mal barré. Je veux dire qu'il ne faut pas vibrer l'impuissance, quoi, parce que c'est ça le problème. On est puissant, nous sommes tous extrêmement puissants, et donc moi j'essaie de... D'ailleurs, à chaque fois que je vais dans la nature, je retrouve cette sensation de puissance. Je retrouve cette sensation qui me dit, mais c'est toi qui crées ta réalité. Et c'est pas parce que je suis tout seul que je ne vais pas créer une réalité qui, pour moi, sera très positive. Au moins, pour moi, elle sera très positive. Donc, si le reste du monde part en cacahuète, bon, il restera un petit coin sur la Terre qui sera pour moi. Qui ne part pas en cacahuète. Mais comme on est au moins 5, 10, peut-être 20%, même plus, peut-être même plus que 50% de l'humanité. Maintenant, il y a une scission géopolitique, donc je pense qu'on est quand même très nombreux à construire un bien meilleur futur que celui qui est en train de se saborder lui-même, puisque c'est un harakiri auquel on assiste. C'est un harakiri de toutes ces élites sombres, là, comme dirait Jodorowsky. C'est ça. C'est un véritable harakiri qu'elles nous font en ce moment. Donc il suffit juste de regarder le spectacle et de ne pas trop se laisser imprégner par sa négativité. Et donc là, au niveau du grand virage de l'humanité, on en est où? Au début, au milieu? Alors on a passé le début, c'est-à-dire on a passé le virage. Après, il y a encore une incertitude sur le temps, la durée. Et en fait, ça se résout simplement. C'est certaines personnes, certaines catégories de population peut-être vont aller plus vite vers le nouveau. On voit déjà, même avant le Covid, ça existait déjà. Toutes les initiatives résilientes et solidaires existaient déjà. Bon, mais puis moi je le vois bien à travers les collectifs où je vais pour faire des conférences, je vois bien que les gens sont... Il y a énormément de gens qui sont éveillés et qui sont prêts à agir pour vivre pour construire de nouvelles façons de vivre, pour recréer le vivre ensemble. Donc il y a énormément d'initiatives positives
Et moi, j'ai pas d'inquiétude sur l'avenir à ce niveau-là. Donc ça voudrait dire qu'on sera sur deux mondes? Oui. Ah oui. En fait, les deux mondes vont coexister. L'important, c'est qu'il n'y en ait pas qu'un, parce que le monde, on va dire transhumanisme, voilà, si il avait la prétention d'exister à lui seul et de réduire à quelques marginaux peut-être les personnes qui ne seraient pas entrées dans ce monde-là. Bon, ben là, non, c'est juste pas possible. On sera pas. C'est le processus inverse qui a lieu, c'est-à-dire que les personnes qui ne veulent pas aller vers le transhumanisme ne sont pas des marginaux. Et ils sont en train de grossir considérablement. La scission géopolitique entre d'un côté la Russie aura fait son œuvre de destruction de l'empire de Davos, de la volonté de nous conduire vers cette fameuse grande réinitialisation qui ne va pas du tout se passer comme prévu. Donc c'est l'inverse qui va avoir lieu, c'est le rang des personnes qui veulent aller vers une nouvelle humanité qui va grossir, parce que ça ne peut pas aller dans l'autre sens. Donc non, moi je suis très, très optimiste, mais comme je le disais, il y aura quand même ce monde-là va quand même exister, et c'est bien, comme ça on va pouvoir vérifier qu'on a eu raison de ne pas y aller. Il y aura des villes transhumaines, il y aura ce genre de choses. Il y aura peut-être même pas que du négatif, il y aura peut-être un échange entre les deux mondes, mais il y a pas seulement la scission géopolitique, il y a la scission, on a tous vécu le fait de ne plus pouvoir fréquenter certaines personnes, y compris dans les familles, et donc ça aura produit son effet dans le futur. Le système actuel de pensée dans lequel on se trouve est fondé sur 4 dogmes, on va dire, sur un certain nombre de dogmes qui sont tous mis à l'épreuve aujourd'hui, voire même faux, hein, et qui ont engendré un système de pensée matérialiste fondé sur 10 commandements. Alors, je ne me souviens peut-être pas des 10, oui. Il y a l'idée que l'homme serait une machine biologique, que la conscience serait le produit du cerveau, que l'univers serait né d'un Big Bang, que l'évolution serait due à la sélection naturelle et au hasard des mutations, que nos pensées, nos émotions, nos sentiments n'auraient aucune action sur la réalité, je parle d'aucune action dans le futur, que le futur se construirait maintenant, l'idée que... enfin voilà, j'en oublie, là j'en ai cité 6 ou 7, il y en a d'autres. C'est toutes les idées matérialistes. La plus importante étant l'idée que la conscience est le produit du cerveau, qui est quand même largement battue en brèche aujourd'hui et qui est en train de faire une sacrée œuvre. Enfin, l'idée inverse, bien entendu, puisqu'on ne peut pas nier les expériences de mort imminente, on ne peut pas nier les perceptions extrasensorielles, hein. Tout ça, ça a fait l'objet d'études scientifiques, on ne peut pas nier tout un tas de phénomènes, j'en cite 6 d'habitude, qui sont soit étudiés scientifiquement, soit tout à fait avérés et qui démontrent qu'on est en train de sortir d'un système de pensée erroné, et donc on va forcément... D'ailleurs, si on va vers le positif, c'est grâce à ça, hein. C'est parce que l'humanité a cessé de penser faux, a cessé de penser, est sortie de cette pensée matérialiste, bien qu'elle en prenne quand même encore, hein, l'éducation nationale, etc. Hein. Mais bon, il y a quand même un divorce entre le public et cette pensée dominante qui est en train de se produire. Donc ça va pas s'éterniser. La science, la vraie science, et non pas le scientisme, a fait d'immenses progrès. Il va bien falloir que ces progrès soient reconnus. Et puis voilà, bon, il faut attendre que les personnes qui maintiennent ce système en place meurent. Ça se produit toujours comme ça, hein. Donc les anciennes idées disparaissent parce que les personnes qui les portent finissent par mourir, ou ne serait-ce que mourir, c'est-à-dire perdre leur crédibilité. Hein. Voilà, enfin bon, on pourrait aligner le nombre d'arguments qui nous amènent à être positifs. Franchement, il faut... Enfin bon, moi c'est
c'est le job que je me suis donné, que de les... bon, après, je n'ai pas la prétention non plus d'avoir la science infuse, hein, mais bon, si au moins je peux donner, montrer qu'il existe une voie qui peut nous rendre encore joyeux aujourd'hui, bah, c'est super. Bien sûr. Et pour toi, actuellement, quels sont les gens qui t'inspirent aujourd'hui? Bah, les gens qui m'inspirent aujourd'hui, bah, c'est... Alors, bon, bien sûr, il y a tous les scientifiques un peu de renom qui arrivent quand même à exprimer quelques idées nouvelles. Bon, je ne vais pas parler de cela. Ceux qui m'inspirent aujourd'hui, c'est toutes les personnes qu'on a vues durant la Covid et qui se sont mises en avant à leur risque et péril, hein, on a appelé ça des résistants, des complotistes, ou des personnes d'extrême droite, etc. D'accord ? Mais on est très nombreux. Bon, moi je le vois dans les collectifs. Dans les collectifs où je vais faire des conférences, on est quand même très nombreux à avoir suivi tous ces phares dont j'ai eu l'honneur, d'après certains, de faire partie. Donc je suis loin d'être seul et on s'aperçoit qu'on a tous la même pensée. C'est-à-dire que bien au-delà de simplement, je veux dire, on n'est pas des spiritualistes. C'est-à-dire que je me suis aperçu, au départ j'avais l'impression d'avoir un public de gens qui étaient simplement attachés à la spiritualité, mais en fait non, ça va bien au-delà. Hein, ça touche le commun des mortels en général, bien entendu. Enfin, je veux dire, ça touche les personnes qui ont appris à penser par eux-mêmes. Hein. Et là, c'est tous les publics. On a simplement le fait d'avoir appris à penser par soi-même nous conduit naturellement à rejeter cette géopolitique qui nous a été imposée à travers la vaccination obligatoire, etc. Et c'est à partir du moment où ce divorce a été créé que les personnes qui ont été obligées de se désolidariser de cette géopolitique, elles ne peuvent plus revenir en arrière et elles sont obligées de penser autrement. On ne peut plus adopter la pensée qui nous a conduit à accepter que nous étions des machines biologiques. Parce que moi, je ne comprends encore pas comment on a été aussi nombreux pour accepter ça. Parce que pour accepter la vaccination obligatoire, il fallait accepter l'idée qu'on était des machines biologiques. Or, cette idée, je pense qu'on est beaucoup plus que 50% à penser qu'elle est fausse. Donc, en fait, mais bon, il y a plein de gens qui ont failli perdre leur emploi, plein de gens qu'on a convaincus du fait que, bon, après tout, c'était inoffensif, qu'on prenait aucun risque à se faire vacciner, etc. Bon, il y a plein de gens qui sont tombés dans le piège. Et ces gens-là sont en train de se réveiller, sont en train de se rendre compte qu'ils se sont fait, on leur a menti, et donc ça va être très très grave pour, je veux dire, on a devant nous des décennies de procès qui vont être intentés aux acteurs des décisions qui ont été prises. Donc voilà, faut être patient. J'allais dire, le maître mot, c'est la patience. Il faut être patient. Mais ça va ressortir obligatoirement. On peut pas... J'ai eu tort à un moment donné d'envisager, parce que si tu veux, on est... Enfin, je veux dire, on a quand même toutes les grosses sociétés, tous les gouvernements, se sont ligués pour nous imposer quelque chose qui est un véritable crime contre l'humanité, en fait, hein, aussi bien psychique que physique. Ils sont trop nombreux. Alors j'avais envisagé l'idée qu'on pourrait peut-être envisager une amnistie générale. À un moment donné, je l'avais dit ou écrit, je ne sais plus, et là je me suis pris une volée de bois vert et j'ai compris que non, il n'y aura pas de pardon. C'est-à-dire que et moi-même, en fait, j'étais pas très sincère parce que effectivement, même si j'essaye de pardonner, même si j'arrive à localiser d'où viennent ces mesures absolument insupportables auxquelles on nous a soumises, j'ai envie de pardonner, mais j'y arrive pas. Comme tu dis, peut-être qu'il faut du temps. Hein ? Peut-être qu'il faut du temps. Voilà, donc il va falloir du temps.
Et on ne pourra jamais oublier ce qu'on nous a fait, on ne pourra jamais oublier que des hélicoptères ont poursuivi des personnes non masquées dans la nature, on ne pourra jamais oublier... Ça, j'avais oublié. On ne Ouais, pourra jamais le gag, oublier ça, tous les c'est... délires qu'on nous a fait vivre. Bon, moi, j'ai fait partie du Café des Libertés à Fort-Calquier où pendant 1 an, on s'est retrouvés dans des situations incroyables où on était en train de manger tous ensemble autour d'une table, de boire un coup, etc. Puis il y avait 60 gendarmes autour de nous qui prenaient des photos et qui nous contrôlaient dès que quelqu'un rentrait ou quelqu'un sortait. Enfin, on a quand même vécu des choses comme ça. On a vécu le fait qu'on a été empêché d'aller déjeuner dans des restaurants. Je ne vais pas faire la liste. Et ça a créé quelque chose qui constitue une mémoire qui est là et qui fait qu'il y a un peu comme un socle, ça y est, il y a un peu comme ça me fait penser comment on appelle ça, enfin bon, 2001 l'Odyssée de l'espace. Ah oui, on est reparti. Le truc qui a fait qu'on est passé du singe à l'homme. Eh ben, ce qui s'est passé pendant les années Covid, c'est un peu comme si on avait installé une mémoire, un mémorial qui va faire qu'on ne pourra plus jamais aller vers le transhumanisme qui était peut-être notre futur ancien. Peut-être que ce transhumanisme a déjà réellement été vécu par une ancienne humanité qui aurait déjà vécu le 22e siècle, le 21e siècle, etc. Et que nous, parce que je suis partisan de la théorie de l'univers cyclique, et donc il est possible que cette histoire que nous vivons n'ait pas été brassée une seule fois, mais peut-être des dizaines de fois, on ne sait pas. Mais là, au moins, grâce au Covid, il y a eu un mémorial qui a été installé, qui nous avertit du danger et on ne va pas y aller. Et donc, voilà, on va découvrir la véritable nature de l'humain. Grâce aux progrès énormes qui ont été faits dans la compréhension de toutes les expériences extraordinaires, qui montrent que la conscience est première et qu'elle a un potentiel considérable, eh bien, on va aller vers le futur qui implique de découvrir tout ça. Chez les grands scientifiques qui sont dans une communauté, etc., ils s'interdisent entre eux de dire des choses et ils se font prendre au piège de ces interdictions. On appelle ça le formatage. Donc, le formatage interdit aux scientifiques mainstream d'envisager sérieusement le potentiel de la conscience. En fait, ils le font, mais de manière complètement découplée de la science. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce fameux formatage, il y a ces dogmes, etc. On n'a pas le droit de remettre en question trop vite. Voilà, il y a des papes, c'est un peu la science a généré un certain nombre de figures qui se créent leurs propres limitations, et donc voilà, et puis c'est un phénomène, c'est un cercle vicieux, et on peut pas, la science ne peut pas évoluer à partir de là. Il faut qu'obligatoirement il y ait une ouverture qui soit celle de tous les chercheurs qui reconstruisent donc une autre science à côté sur d'autres bases. Et il y a eu énormément d'expériences qui ont été faites, d'expériences tout à fait valables, tout à fait scientifiques, pour démontrer les pouvoirs extrasensoriels, etc. Bon, mais ça, il va falloir... on va y aller, il va falloir y aller. On peut pas y échapper. Moi, j'ai fait des études dans ce sens-là, j'ai vérifié que c'était réel. Bon, j'ai vécu des choses qui me démontrent l'existence de l'âme, qui me démontrent que ces potentiels de la conscience sont réels. Merci. Une dernière petite question. En 2 mots, quelle est ta définition du bonheur, Philippe ? Ma définition du bonheur, c'est de parvenir en suivant la voie de l'authenticité, de l'être authentique, à découvrir finalement la puissance
cette puissance, cette grande puissance de l'authenticité, au travers le fait que finalement ce qui arrive dans le futur résonne complètement avec ça, quoi. C'est-à-dire que du coup, la peur de la mort, l'inquiétude de l'avenir, tout ça, ça disparaît. En fait, le bonheur, c'est quelque chose de naturel, hein. C'est quelque chose qui arrive automatiquement lorsqu'on s'est déconditionné. C'est pas le bonheur même, c'est la joie. La joie de vivre surgit automatiquement lorsqu'on sort du conditionnement et lorsqu'on a éliminé toutes ces peurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on atteint en travaillant en soi l'être authentique. C'est-à-dire en essayant d'être soi-même, en étant au plus profond que l'on peut, conforme à qui on est au plus profond. C'est-à-dire, bon, après comment est-ce qu'on découvre ça? Bon, c'est l'expérience de la vie qui fait qu'on apprend que finalement ce qui réussit, c'est ce qui vient du cœur. Tu as une petite astuce ou un point ressource à nous délivrer, toi, pour toi, quand tu passes des moments difficiles, par exemple, ou quand il y a quelquefois des petites peurs qui viennent te chercher? Est-ce que tu as le moyen, justement, quel est le moyen, en fait, Alors, il n'y a pas d'astuce, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de... C'est pas quelque chose qui peut être appréhendé par le mental. Être soi-même, donc suivre la voie du cœur, c'est quelque chose qu'on doit ressentir. Et je pense que, alors l'astuce, et c'est pas une astuce, c'est de vivre les conséquences de ce qu'on vibre, le vivre réellement dans le futur. Vérifier que ce qu'on vibre à un moment donné de constant, de profond en soi, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans notre vie future. Donc ça implique de l'expérience, ça implique d'y prêter attention. Le phénomène de synchronicité en est une manifestation, mais d'une manière générale, c'est pas que la synchronicité, c'est tout ce qu'on est amené à vivre. Il faut se souvenir de comment on était dans le passé. Il faut arriver à faire le lien entre l'état d'esprit qu'on avait dans le passé et ce qu'on vit aujourd'hui. C'est très important. S'il y a une astuce, c'est bien celle-là. Celle de comprendre que ce qu'on vit aujourd'hui est le résultat de ce qu'on a vibré dans le passé. Si ce n'était pas authentique, on va vivre quelque chose qui n'est pas authentique, avec les emmerdements à la clé. Si c'était authentique, on va, par contre... moi, j'examine toujours un peu maintenant. Alors du coup, j'ai beaucoup moins de problèmes qu'avant, parce que du coup, mais lorsque j'en ai, ça peut être un problème physique, comme la sciatique que j'ai eue il y a 2 ou 3 ans. J'essaie d'interpréter ça au regard de ce que j'ai pensé ou ce que j'ai... de mon intention de quelques années auparavant. Et j'ai découvert que mon intention n'était pas claire. Donc voilà, donc on a besoin d'un épurage psychique. C'est vraiment très important, mais bon, je ne peux pas résumer ça. Mais il faut comprendre que vraiment, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce qu'on vibre de manière constante, ça se retrouve dans notre inconscient, et c'est notre inconscient qui crée notre avenir. Et la qualité de ce qu'on met dans notre inconscient va déterminer la qualité de ce qu'on va vivre. C'est comme, alors j'aime bien dire, la conscience, cette émotion qui porte nos pensées dans le futur, c'est un peu comme un orchestre symphonique. Si l'orchestre symphonique joue une très belle musique, on va vivre dans notre futur une très belle musique. C'est la même chose. C'est-à-dire que on ne va pas vers le futur, on ne va pas vers un futur qui se crée mécaniquement, on va vers un futur que l'on crée vibratoirement. Pendant un certain temps, la mécanique accourt et le déterminisme est réel, donc c'est les lois physiques, mais après, il apparaît un multivers de possibilités, et c'est ce qu'on a dans le cœur, c'est ce qu'on vibre en soi qui adresse le futur que l'on va vivre au-delà de ce temps mécanique. Et est-ce que la nature, je sais que tu es inspiré aussi par cette nature, parce que tu vis dans un écrin de nature juste exceptionnel, oui. Tu marches beaucoup. Est-ce que ça, dans ta vie
ça a changé aussi des choses, ce lien à la nature. Ah bah oui, bien sûr. Alors il y a deux choses là-dedans. Il y a le fait que je sois venu m'installer ici en m'isolant, donc. Mais c'est aussi pour arriver à supporter le décalage que ma pensée instaurée par rapport à la société. C'est-à-dire, je ne pense pas comme tout le monde. Donc, comme je ne pense pas comme tout le monde, et loin de là, il m'est plus confortable de m'installer ici où je peux vivre de manière décalée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je peux profiter de la nature, de la montagne et de tout le ressourcement que ça implique pour me déconditionner et laisser venir les idées. Et c'est un peu comme si, parce que ça fait quand même des années et des années, je veux dire, j'ai écrit 5 bouquins, j'ai écrit 5 livres et à chaque fois, ces livres, je les ai écrits à partir d'une inspiration que la nature m'a donnée finalement. Enfin, bon, que la nature m'a donnée, c'est en allant dans la nature que j'ai trouvé l'inspiration. Une espèce de communion. Si on veut, oui, on peut le voir comme ça. Et est-ce qu'on t'a déjà dit, Philippe, que tu ressembles à un extraterrestre? Non, mais je veux bien le croire puisque je me sens quand même assez extraterrestre. Ah. Ben, un grand merci, Philippe, vraiment pour ce partage. Vraiment, merci beaucoup pour ta générosité et ce beau portrait. Et merci pour ce que tu fais. Et, continuons. Merci à toi, Laurence. Merci. Continue d'échanger tous les deux. J'ai besoin de quelques plans. Ouais, mais c'est cool. C'est un bel... Oui. Ouais, vraiment. Ouais, génial. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Peut-être que tu as envie de rajouter quelque chose? Un petit message perso? Est-ce que tu as un truc à dire en plus qui n'a pas été dit? Oh bah oui, il y a plein de trucs. Ouais, j'imagine, mais... Mais après, c'est des développements qui sont trop longs. Ouais, j'aurais pu expliquer ce qui, dans ma carrière, m'a sensibilisé à la synchronicité. Ouais. Des choses comme ça. Mais bon, après, c'est tout le cheminement qui a fait que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. C'est quand même quelque chose, quoi. Hein. Bah oui, c'est énorme. Bah oui. Il y a eu un basculement. Il y a eu plusieurs basculements. Le plus important, c'est quand je suis venu m'installer ici, suite à, on va dire, une épreuve de vie, dont je me suis sorti en décidant d'être libre, quoi, en décidant le libre arbitre. Je voulais écrire un livre sur le libre arbitre, d'ailleurs. Comment concilier le libre arbitre avec le futur déjà réalisé. Tu vas le faire peut-être, non? Et je voulais écrire. Et donc, le mieux était finalement de réaliser pour soi ce libre arbitre. Et donc, je suis venu m'installer ici, bien que ce soit loin de mon lieu de travail, donc ce qui m'a obligé à certaines jongleries. Donc le libre arbitre, on aurait pu parler aussi du libre arbitre. Ouais, aussi. C'est parfait. Comment je vois le monde de demain? Oui. Ah bah, le futur lumineux. J'avais décrit ce que c'était que la résilience, la solidarité, l'autonomie, et j'ai aussi décrit les 3 grandes voies. Il y a la voie de l'éducation, il y a la voie de la santé, et il y a la voie de... Alors je me souviens plus exactement... de l'agriculture. Et toi, comment tu te vois en 2050? Jardinier ou pas? Parce que je sais en 2050, j'aurai plus de 90 ans, n'est-ce pas? Est-ce que je serai encore à la montagne? Tout va dépendre si je marche encore ou pas. Oui, je pense que oui, je pense que je serai encore